Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous avons souhaité rendre hommage dans cette émission à un grand maître tibétain de la lignée Kagyupa, Tengar Rinpoché, qui nous a quittés il y a quelques mois, en mars dernier. L'occasion pour nous de revenir sur son parcours riche et exceptionnel, mais aussi de mieux comprendre comment se déroulent les derniers instants de ces grands maîtres à l'approche de la mort. C'est ce que je vous propose de voir tout de suite avec notre invité, Thierry Lamourou. Thierry Lamourou, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme depuis 35 ans à peu près. Vous avez été formé auprès de Khalul Rinpoché et de Lama Gurmé. Vous appartenez à un groupe de traducteurs et vous étiez le traducteur de Tengar Rinpoché donc lorsqu'il venait en France. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'aimerais que l'on revienne sur la vie de ce grand maître avant d'évoquer ses derniers instants, et notamment sur son enfance, parce que ce que l'on peut dire, c'est qu'il a reçu une formation complète au Tibet avant 1959, ce qui est un fait très important. Hein. Effectivement, Tengar Rinpoché est né en 1932 et il va devoir quitter son pays à la fin des années 50, ce qui fait qu'il appartient à la dernière génération des maîtres qui ont reçu une éducation complète au Tibet. En fait, il est le pur produit de la formation académique telle qu'elle a été organisée en fait, au Tibet depuis des siècles. Alors, il est né au Kham, dans le Tibet oriental, en 1932, dans une province particulière, du Drong. Il est né de parents qui appartenaient eux-mêmes à des clans importants. D'ailleurs, son père était un administrateur du district. Et ses contemporains, en fait, les grands contemporains qui vont influencer sa vie, parmi eux, on compte par exemple le 15e Karmapa à Tsurphu, le 11e Situ à Pelpung, le 9e Nyenpa à Benchen. Et c'est en particulier ce 9e Nyenpa de Benchen, en fait, qui est à la recherche du successeur de son maître, ce fameux lama Tenzin Chogyal, en fait, ou lama Tenzin, qui avait été un des grands disciples du précédent Kongtrul, du premier Kongtrul le Grand. Il se rend auprès de Situ Rinpoché pour demander à ce que des rituels de divination, des examens des rêves, etc., se mettent en place pour retrouver son maître. Donc, tous les indices sont croisés et recroisés, et au final, c'est ce jeune enfant qui est désigné avec certitude comme étant le successeur de ce fameux lama Tenzin. Il appartenait à un clan important, donc c'est son père qui est à l'origine des premières années de son éducation, la lecture, l'écriture. Ensuite, eh bien, ce sont des instructeurs religieux qui lui sont envoyés par le monastère. Il étudie avec eux différents domaines, différents textes, il les apprend, il les mémorise. Vers 11-12 ans, il fait un grand pèlerinage au Tibet central, entre autres à Lhasa, et à 14 ans, il arrive au monastère de Benchen. Alors, comment s'est déroulée cette formation dans ce monastère ? À Benchen, dès qu'il arrive, il est intronisé sur le trône de son prédécesseur, ce fameux lama Tenzin, et les plus fameux Khenpo du monastère, c'est-à-dire ces experts dans tous les domaines du bouddhisme. Son éducation tourne autour de tous les grands tantras de la tradition, ainsi que tous les rituels, en fait, les rituels de Padmasambhava, les rituels des protecteurs, et il doit apprendre en fait tous les textes, il doit apprendre tous les traités de commentaires sur ces textes, il doit apprendre à façonner les mandalas, à dessiner ces mandalas, à construire tous ces innombrables tormas qui sont utilisés en fait pour les rituels. D'accord, donc il reçoit la formation finalement de Tutulku. Il reçoit la formation de Tutulku ainsi qu'un grand nombre en fait de cycles d'instruction, aussi bien sur la nature de l'esprit, les instructions du Mahamudra. Il étudie de nombreux textes ainsi que leurs commentaires en fait par des maîtres tibétains, donc les œuvres de Zabatul, les œuvres de Khenpo Chenga, etc. Il reçoit ainsi toute une éducation complète. À 19 ans en fait, il est ordonné, il reçoit une ordination auprès de Situ Rinpoché dans le monastère de Pelpung, et il rencontre à 20 ans l'un de ses grands mentors spirituels, à savoir le deuxième Kongtrul, et il reçoit auprès de lui d'autres cycles d'instruction. Voilà, il est arrivé à l'âge de 20 ans. Très bien. Alors à ce moment, il décide de rentrer en retraite, de très longue retraite, voilà, jusqu'à ce qu'il soit obligé de fuir le Tibet, à la demande du Karmapa d'ailleurs, je crois, le 6e Karmapa. Tout à fait, oui. Et il le rejoint donc, dans son monastère.
monastère, hein, c'est celui de Rumtek, en Sikkim, oui. en Tout à Inde. fait, oui. Et là, il devient maître Vajra auprès du Karmapa. Alors, à quoi est-ce que ça correspond? Je crois que c'est une fonction très importante dans un monastère. Dans un monastère, effectivement, le maître Vajra, ou le Dorjelopen, en fait, en tibétain, c'est un poste très important parce que la vie quotidienne d'un monastère est faite de rituels qui s'enchaînent les uns derrière les autres, est faite de cérémonies qui se suivent également les unes derrière les autres, est faite de danses sacrées, etc. Et celui qui a à charge de régler tout cela, celui qui a à charge d'organiser et qui a cette fonction particulière, c'est le maître Vajra. Donc il est ainsi nommé à ce poste par le Karmapa lorsqu'il arrive en exil, en fait, puisqu'en 1959, il doit quitter son pays. Il rejoint ses maîtres, il les retrouve au nord de l'Inde et au nord-est, dans ce territoire du Sikkim, en particulier dans ce grand monastère de Rumtek. Eh bien, il le trouve plutôt, puisque ce Karmapa, et il y reste en fait pendant 17 ans. Pendant 17 ans, il reste à ses côtés. Alors c'est une période très faste. Pourquoi? Parce que de nombreux grands maîtres venaient dans ce centre monastique. Pourquoi? Parce que dans l'exil, ils n'étaient pas nombreux, ces environnements monastiques. Il rencontre de nombreux grands maîtres, il étudie encore une multitude de textes, il reçoit de nombreux cycles d'instruction et il occupe en fait cette fonction de maître Vajra. Alors pour compléter un petit peu ce portrait de Tengar Rinpoché, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un des seuls maîtres finalement à s'être rendu en Occident parce qu'il accompagnait le Karmapa. Alors effectivement, dès 1974, le 16e Karmapa, donc Rigpa Dorje, fait un passage en Occident et il est accompagné en fait par Tengar Rinpoché. Tengar Rinpoché va se rendre en fait en Europe à partir de 1978. Lui-même, il a déjà maintenant reconstruit son monastère au Népal, dans la région de la vallée de Katmandou, auprès du monastère de Benchen également. Le monastère de Benchen, voilà. Exactement, auprès de ce fameux stupa de Soyambunat. Et arrivé à ce stade, eh bien, le Karmapa, encore une fois, lui dit, eh bien, écoute, tu devrais te rendre en Europe, en particulier dans des pays comme le Danemark, comme l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, la France. Alors Thierry Lamoureux, je le disais, Tengar Rinpoché nous a quittés il y a quelques mois, c'était en mois de mars 2012. J'aimerais que l'on revienne sur ces derniers instants qui sont finalement ceux de tout grand maître, du moins dans la tradition tibétaine. Comment se sont passés les jours qui ont précédé son décès? Alors, Tengar Rinpoché, malheureusement, était malade depuis quelques années. Au début de l'année 2012, donc, la situation s'aggrave et le 26 mars, il est admis à l'hôpital. Il souffre beaucoup, en fait. Le corps médical est très réservé sur sa santé à venir. Et en fait, le 28, eh bien, de lui-même, il décide de quitter l'hôpital, aux grandes dames des médecins, bien sûr, et il revient à son monastère, il revient dans ses appartements, dans ce petit appartement, sa chambre, et presque immédiatement, il demande à ce que ses disciples les plus proches, au nombre de 8, en fait, eh bien, viennent à ses côtés. Et là, eh bien, il demande à ce qu'on l'aide pour qu'il soit redressé sur son lit. Et là, pendant 28 heures d'affilée, en fait, entrecoupé bien sûr de périodes de silence et de méditation, eh bien, il va délivrer une sorte de message spirituel, son testament spirituel. Alors, il règle tout et la succession en fait administrative de son monastère. Il s'occupe de tous les détails de sa crémation. Il nomme certains de ses proches pour qu'ils aillent transmettre des souhaits à ses amis proches, aussi bien orientaux qu'occidentaux. Il reçoit différentes personnes. Il s'entretient avec Nyanpa Rinpoche, et ainsi donc le temps s'écoule en fait. Et alors, que se passe-t-il ensuite? Comment est-ce qu'il sent que la fin approche? Comment est-ce qu'il l'annonce à son entourage? Alors, le 30 mars, en fait, à 1h du matin, il redemande à ce que ses proches viennent à ses côtés, et il leur annonce, en fait, qu'il vient d'avoir une vision de tous ceux qui furent ses maîtres durant son existence, ceux qu'on a cités tout à l'heure, le 11e Situ Rinpoche, le 9e Nyenpa, le précédent Dilgu Khyentse Rinpoche, ainsi que le 2e Kongtrul. Il a eu une vision d'eux, et pour lui, c'est un signe patent qu'il va bientôt mourir. Immédiatement, ses proches vont chercher Nyanpa Rinpoche. Nyanpa Rinpoche arrive, s'approche de lui.
il reste quelques instants. Nyambara Rinpoché qui est avec lui dans le monastère, précisons-le. Hein. Voilà, Nyambara Rinpoché, qui dirige également le monastère de Benchen. C'est une direction collégiale entre Nyambara Rinpoché et Tengar Rinpoché. Donc Nyambara Rinpoché arrive, ils restent tous les deux ensemble. Il y a juste le secrétaire également de Tengar Rinpoché, la Machera Wangchuk. Et tout d'un coup, à un certain moment, en fait, les deux savent que le moment ultime est arrivé. Et à ce moment-là, Nyambara Rinpoché s'approche de Tengar Rinpoché, de son oreille, et lui récite un petit texte qu'il venait de composer à cette occasion, qui s'appelle en fait l'élucidation de l'état de Tukdam, en fait. C'est-à-dire, ce sont des instructions de rappel, juste pour forcer ou exhorter le maître à ce que dans le moment qui va suivre, il ne perde pas pied, si l'on peut dire. Et il lui dit, voilà, en cet instant, eh bien, vont s'élever en toi toute la perfection de l'esprit et toutes les qualités de l'esprit éveillé. Surtout, reste bien concentré, surtout, mêle-toi à cette expérience que tu vas faire. Si tu t'y mêles, tu deviendras un être éveillé. Alors, justement, il s'est mis en état de Tukdam, comme vous dites. Pendant combien de temps ? Alors, dès qu'il entend ces paroles, eh bien, Tengar Rinpoché se redresse un peu sa posture, remet les mains dans la position de la méditation, et à 3h24, en fait, au matin, sa respiration cesse, son cœur cesse de battre, et effectivement, il est cliniquement mort. Sauf qu'il est dans un état de méditation qu'on pourrait appeler un état de méditation post-mortem, auquel t'accèdent en fait les grands yogis qui s'y sont exercés de leur vivant, et il va demeurer dans cette position, dans cette stature, sans bouger en fait, sans que son corps ne vacille, sans que son corps ne s'écroule, malgré le fait qu'il soit en mort clinique, et il va y demeurer pendant 3 jours et demi. Au terme de ces 3 jours et demi, eh bien son corps s'affaisse quelque peu, et c'est le signe en fait qu'il est devenu un éveillé, et que maintenant la longue cérémonie en fait de crémation va pouvoir être mise en place. Alors justement, malheureusement, on arrive déjà à la fin de notre émission. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous raconter cette cérémonie très émouvante? Et d'ailleurs, vous y étiez, Thierry Lamoureux. Et tout d'abord, donc le reliquaire dans lequel se trouvait en fait le corps de Tengar Rinpoché, qui avait été momifié dans du sel. En fait, le reliquaire fut transporté sur un palanquin de bois par ses principaux disciples, et on lui fit faire en fait le tour du grand monastère de Svayambhu. Les rues étaient noires de monde. En fait, toutes les populations tibétaines et même les populations népalies étaient là pour lui rendre un dernier hommage. Les femmes tibétaines entonnaient des chants de tristesse, en fait. J'avais vraiment l'impression que cette population tibétaine voyait partir un morceau de l'ancien Tibet, leur pays, en fait. Et il y avait beaucoup de tristesse. Ensuite, le reliquaire est revenu au monastère après avoir fait cette circumambulation autour du grand stupa, et il fut placé en fait dans un stupa de crémation qui avait été construit dans la cour du monastère. La crémation a duré quelques heures. Ensuite, comme il est fait traditionnellement, le stupa est refermé. Le stupa est maintenu dans un état il refroidit en fait. Et une fois qu'au bout de quelques jours, en fait, il est réouvert pour que les différents officiants religieux puissent y retirer les différentes pilules ou les différentes les mot restes. Sur ces pilules, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ringsels, en fait, en tibétain, ils appellent cela des ringsels. Ce sont comme des pilules de bénédiction, des toutes petites donc qui sont le signe des grands êtres éveillés. Qui sont le signe des grands êtres éveillés. Lorsque leur corps est mis à la crémation, eh bien, il reste de cette crémation tout un tas de reliques qui furent ensuite, en fait, partagées entre les différents centres que Tengar Rinpoché avait créés dans le monde, et aussi bien en Europe qu'en Orient. Voilà, une délégation de maîtres a été envoyée par la suite auprès du 17e Karmapa afin de lui demander la reconnaissance prochaine d'un nouveau Tengar Rinpoché. Donc l'histoire se répétait. Merci beaucoup, Thierry Lamoureux. Je vous en prie. Et pour terminer, voici 2 livres que nous vous proposons. Tout d'abord, La sagesse du cœur, le Dalai Lama par lui-même, préfacé par Mathieu Ricard aux éditions du Seuil, ainsi que Bonheur de la sagesse de Yongey Mingyo Rinpoché, publié dans la maison d'édition Les Liens qui libèrent. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr-France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.
Kasih Nenek.